Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue dans votre émission faite de rencontres avec vous-même et avec les auditeurs. Ici, on se confie, on vient y chercher un peu de bienveillance et on fait de vos problèmes notre problème. Car enfin, dans cette société individualiste où l'on confond s'aimer soi-même avec n'aimer que soi, il est devenu coutumier de se voir renvoyer en pleine face ce que l'on vit de difficile et de douloureux par un violent. Ça, c'est ton problème. Certes, lorsque l'on traverse une difficulté, il s'agit bien d'en prendre la responsabilité. Mais ces trois mots-là viennent signifier que l'on devra s'en délivrer tout seul. À quelqu'un qui répond à une de vos confidences, c'est ton problème, vous pouvez acquiescer car vous êtes d'accord en fait sur le fond. Mais sur la forme, vous pouvez vous autoriser à répondre « Eh bien si je t'en parle, c'est que je ressens le besoin de me confier à toi et que j'en espère et j'en attends une écoute, un appui, un soulagement, que sais-je encore ?» Dire à quelqu'un c'est ton problème est un refus catégorique d'écoute, un prière de ne pas me déranger avec tes histoires, un je ne veux pas savoir. Alors qu'est-ce qui est si dérangeant à entendre ? À quelle image de lui-même ou d'elle-même votre confidence le renvoie ? Cette réponse, en forme de prêt-à-porter du langage contemporain, veut laisser croire que l'on s'est affranchi de tous ces problèmes, que l'on ne se laissera pas prendre à une demande de sauvetage déguisé, qu'il y en a qui n'ont pas tout réglé, comme on dit. Mais ce qui n'est pas entrevu, c'est cette démission de notre humanité. En renonçant à l'empathie, à la compassion, on se coupe de la plus grande de nos richesses, celle de la rencontre et de l'échange, de la réciprocité. Alors ici, vos problèmes sont les nôtres et nous les accueillons pour tous nous interroger en miroir, pour remettre 100 fois sur le métier notre ouvrage, celui de vivre, tout simplement. Confiez-nous vos problèmes, Quentin et Corentin les accueillent avec bienveillance au 3921 et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. 3921, je vous écoute et je vous réponds. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de prendre mon appel. Merci à Quentin que j'ai eu au téléphone. Moi, je vous appelais pour vous parler d'un problème dont je vous avais déjà parlé il y a quelques mois et qui continue. Oui. En fait, à l'époque, je vous avais appelé puisque je me trouvais dans une relation compliquée avec un homme qui avait 10 ans de moins que moi. Relation qui s'était mal terminée parce que cette personne m'avait frappé, m'avait enfermé à clé chez lui. Voilà. Ça s'était pas très très bien passé. J'avais fini par porter plainte. Et comme je le vivais pas très bien, parce qu'en plus on travaillait au même endroit, vous m'aviez conseillé et aidé un petit peu à gérer ça. Et puis suite à ce dépôt de plainte, il y a eu un procès au cours duquel il avait été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Et puis j'étais plutôt content de pouvoir passer à autre chose, mais du coup, nouveau rebondissement, il avait fait appel de cette décision alors qu'il reconnaissait m'avoir frappé, etc. Ça c'est c'était quand l'appel ? Parce qu'on s'était eu au mois d'avril, c'est ça ? Alors on s'était eu au tout début au mois d'avril, il m'avait frappé dessus au mois de juin et le procès a eu lieu au mois d'octobre et il a fait appel au mois d'octobre. Ça a fait 3 mois là et je vous avais rappelé juste après la décision de faire appel puisque j'avais un petit peu de mal à l'accepter. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez. Si, très bien. Voilà. Oui. Et du coup, c'est vrai que depuis, j'ai pas trop de nouvelles concernant le procès, puisque 3 mois, c'est relativement court malgré tout. Donc je le vis plutôt bien. Par contre, là où je le vis pas très très bien, c'est que ce garçon reste d'une façon ou d'une autre dans mon entourage, puisqu'il contacte en fait mes proches, dont des gens qu'il connaît pas. Il a contacté des ex à moi. Là, il a contacté mon meilleur ami qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais rencontré. Donc il a réussi à se procurer son numéro de téléphone. En fait, il cherche des gens qui pourraient lui dire des choses sur moi, qu'il utiliserait dans un procès. Voilà. Et j'avoue que je le vis pas très très bien parce que je suis gêné par rapport aux gens. J'ai l'impression que c'est un harcèlement perpétuel. Oui, je suis hyper agacé et puis ça réactive aussi ces agressions. Je me remets à faire des cauchemars, à repenser à tout ce qui s'est passé.
Voilà, donc j'avoue que c'est un petit peu compliqué à gérer en ce moment. Ouais, ouais, je comprends bien. Et justement, comme c'est un cas quand même avéré de harcèlement, parce que contacter des gens de votre entourage, alors même qu'il a fait appel comme pour nourrir son dossier, alors que en fait c'est votre réseau dont il s'agit. Donc déjà rien que ça, on est un peu dans l'absurde, mais on voit quelle est la manœuvre de harcèlement derrière. Est-ce que vous pourriez pas déposer, vous voyez, une main courante pour mettre dans le dossier du procès en appel, enfin voir ça avec votre avocat? Et lui faire savoir pour qu'il arrête justement ce type d'agissement. C'est-à-dire de nouveau saisir, en tout cas la loi. Alors peut-être demander conseil. Vous en avez parlé de ça, votre avocat? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui. Et qu'est-ce je lui ai envoyé un mail, mais j'ai pas eu encore de réponse, parce que je lui ai envoyé un mail assez récemment dans le week-end, là, devant un nouveau cas, voilà. Oui. Après, je pense qu'effectivement, peut-être déposer une main courante, des choses comme ça. Moi, je pense qu'il faut que vous montiez au créneau, parce que en fait, c'est effectivement, c'est pour vous provoquer, pour recréer du lien, mais tant que vous ne bougez pas ou vous n'agissez pas, il va continuer. D'accord. Et alors, soit vous faites tout votre carnet d'adresses pour prévenir, mais j'imagine quoi que les gens qui contactent vous rappellent après pour vous tenir au courant. Alors effectivement, oui, les personnes m'ont tenu au courant derrière. Bon, mon meilleur ami m'a appelé en me disant voilà, j'ai eu un message, moi j'ai rien à lui dire, je veux pas aller plus loin, mais c'est vrai que ça commence un petit peu à m'agacer, parce Bien que sûr. Au début c'était les gens qui étaient dans notre ville, c'était les gens qui étaient dans notre service parce qu'on travaille ensemble. Maintenant ça devient des gens qui sont ailleurs, qu'il n'a jamais rencontrés. C'est qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'il trouve pas ce qu'il veut. Il doit se rendre compte que son appel finalement est fondé sur rien du tout, et il cherche des choses. Enfin, c'est ce que je dis, quand bien même il trouverait des choses, des gens qui diraient que j'ai pas été sympa il y a 10 ans, ça change rien au fait qu'il m'a tapé dessus et qu'il l'a reconnu. Mais donc, on est bien d'accord. Mais c'est pas ça qu'il cherche. Il cherche oui, en fait, il cherche à garder une forme de lien, de forme de harcèlement qu'il a envers vous. Mais il lâche pas, il vous lâche pas en tant que victime. Donc là, il va falloir que de nouveau vous montiez au créneau pour vous défendre. Vous travaillez toujours ensemble dans le même service, là ? On se voit plus. Depuis le mois d'octobre, depuis le procès, on s'est croisés 2 fois, mais vraiment croisés rapidement. Et ça vous nuit pas au travail ? Il y a eu une des 2 fois où je l'ai très très mal vécu, vraiment. Bah oui. Enfin, j'ai vraiment fait une crise de tachycardie, les pâleurs, les sueurs, j'ai dû partir, voilà, parce qu'en plus je ne m'y attendais pas, donc voilà. Et puis voilà, d'entendre parler régulièrement, là, toutes les semaines, j'entends parler de choses, parce que les gens me préviennent en pensant bien faire, et je pense qu'ils ont raison de me préparer au pire, mais c'est vrai que du coup, moi, ça réactive tous les souvenirs de l'agression. Enfin, j'arrive pas à passer à autre chose, et je suis en colère, justement, qu'il, quelque part, il garde ce contrôle sur moi, en fait. Oui, alors, pour déjouer, et ça je comprends, hein, la colère parce que vous vous sentez piégé, pour déjouer cet aspect contrôle, d'ailleurs, il y a des auditeurs qui réagissent à votre témoignage, il y a un auditeur qui dit, peut-être pourriez-vous demander aux personnes contactées qu'elles fassent des attestations comme quoi il les a contactées, parce que ça, ce sera porté au dossier en appel pour montrer toute la... Alors je sais que voilà, vous voulez pas les ennuyer, ses proches, mais en tout cas les très proches, votre meilleur ami, avoir quelques attestations, ce serait bien, ou quelques mails, ou tous les SMS ou les contacts qui vous ont permis de savoir qu'il avait contacté les personnes. Ça, mettez-le bien dans le dossier. D'accord. Il y a David qui dit rassurez-vous, laissez faire et faites des attestations. Oui, il dit la même chose, David. Ça a fonctionné pour moi. D'accord. Et puis Yvan dit il faut signaler les faits à votre avocat et effectivement porter plainte. Donc ça, comme va y avoir ce procès en appel, vous devez reconstituer vous encore un dossier, bien sûr, et avec ce qu'il est en train de faire, et puis que votre avocat contacte son avocat. C'est pas vous qui avez contacté directement pour dire écoutez, maintenant on connaît ses agissements. Si vous voulez vraiment qu'en appel on attaque, nous on est en train de remonter un dossier avec main courante, attestation comme quoi il harcèle l'entourage de mon client. Il faut que votre avocat monte, voilà. Mais ce sera pas en direct. Parce qu'il va falloir lui faire un peu peur pour qu'il arrête. Oui, j'ai l'impression que un procès déjà, bon, il a très très mal vécu le procès, parce que, on avait une juge qui, je pense, dès le départ, était contre lui en fonction de ce qu'il y avait dans le dossier. Elle l'a relativement peu écouté au final. Elle l'a juste mis en défaut à chaque fois. Je pense qu'il l'a très très mal vécu, et voilà, je pense que rien de ce qu'on peut lui dire, de ce qu'on a pu lui dire, l'a calmé. Et la preuve, à chaque fois, c'est la surenchère. Donc il continue depuis 4 mois. Si vous voulez, c'est lui qui m'a frappé, mais c'est lui la victime. C'est lui qui depuis des mois me laisse pas tranquille, mais c'est soi-disant moi qui l'empêche de passer à autre chose et qui le harcèle. Moi, j'ai absolument aucun contact avec lui.
Il est persécuté, ce garçon. Enfin, c'est. Oui, en fait, il joue à la victime en vous persécutant. Il est dans un immense jeu psychologique où il se fait passer pour la victime avec un masque de victime tout en jouant les persécuteurs. Et ça, faut absolument effectivement pas rentrer dans le jeu, mais vous n'y rentrez pas, mais vous êtes quand même de façon collatérale, j'allais dire une de ces victimes. Donc et là, en fait, il lâche pas parce que sans doute il sent. Il faut qu'il vous sente en face comme j'allais dire aussi agressif. C'est pourquoi il faut que vous déposiez une main courante, vous fassiez des attestations pour que chacun de ces actes. Sinon, il continue tant qu'on l'arrête pas. Hein. Il faut lui mettre un arrêt et que son avocat l'appelle. Enfin, d'accord. Que votre avocat appelle son avocat. Que mon avocat. Oui, appelle son avocat, hein, parce que ça va être entre avocats. Il faut que ça passe par les avocats pour pas que ça passe entre vous deux. Ah oui, moi de toute façon, je veux absolument pas lui parler. Je pense que la réciproque est vraie. Mais vous voyez, enfin, il y a une semaine, il a croisé dans une soirée où on a des amis en commun, une amie à moi assez proche. Voilà, il a intercepté l'amie en lui disant, il faut que je te parle, il faut que je te raconte, mais tu te rends compte, j'ai raison. Et elle était au courant. Elle était au courant et elle a été très très neutre en lui disant, écoute, moi j'étais pas là. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un procès. Lui avait des coupes à toi. Voilà. Après, il y a eu un procès, ça ne me regarde pas. Elle a été très très bien, vraiment. Bon, mais c'est vrai qu'il cherche à rallier les gens. Bon, ce serait bien qu'elle fasse une attestation, elle, par exemple. Elle, votre meilleure amie, voilà. Tous ces gens qui quand même, voilà, vous soutiennent dans le sens où ils ont compris que il est en train de jouer un jeu très très pervers avec vous et de harceleur. Il faut que là, ils puissent vraiment s'engager auprès de vous. Faire une attestation, c'est dire, ben voilà, il a essayé de nous contacter ou il a essayé de nous rallier à sa cause. C'est juste ça. D'accord, oui. Ah oui, il y a un auditeur qui dit, avez-vous une gendarmerie près de chez vous? Il passe peut-être plus facilement au domicile du monsieur, ça le calmera sans doute. J'en suis pas certaine, mais qu'est-ce que vous qui le connaissez, est-ce que vous pensez que lui envoyer les gendarmes pour cas de harcèlement? Alors je pense que ça peut le calmer. Après, est-ce que vraiment la gendarmerie ou la police se déplacera juste pour entre guillemets juste. Oui, alors en fait pour des racontards, c'est-à-dire il a dit que, etc. Comme il n'y a pas de fait avéré qu'on est dans le cadre du harcèlement, honnêtement, je pense pas que la gendarmerie se déplacera. Par contre, vous pouvez encore une fois déposer une main courante et je vous y encourage vivement parce qu'elle sera dans le dossier en appel avec tous les faits, hein. Tous les noms des gens, tous les faits, c'est-à-dire depuis le mois d'octobre, c'est-à-dire depuis sa demande de procès en appel jusqu'à aujourd'hui, faites recenser tous les faits dans une main courante. Ça me semble vraiment important. Et puis parlez-en à votre avocat qui puisse monter au créneau. Et quels sont Éric, vos projets d'avenir? Est-ce que vous devez absolument rester dans la région? Est-ce que, voyez, comment vous projetez dans votre vie devant après une histoire comme ça? Parce que comme je cherche à vous ramener là-dedans. Alors je parle pas de fuite, hein, encore une fois, mais je parle de vous créer quelque chose en sécurité pour vous. Alors moi, mon projet, c'est de surtout fuir tout ce qui le concerne, déjà, ce qui est un grand projet en soi. J'ai déjà coupé tous les ponts avec les gens qu'on avait en commun et qui étaient sceptiques, etc. Et puis moi, je voudrais essayer de quitter la ville où je suis, voilà, parce que je pense que j'ai besoin déjà de partir momentanément. Donc normalement, cet été, je devrais partir faire un petit stage en dehors de la ville où je me trouve. Quelque chose qui l'a mis, pareil, hors de lui, parce qu'il se trouve que j'ai été accepté pour une formation que lui voulait faire, voilà, donc ça l'a mis hors de lui, donc tout de suite c'est parce que je veux lui voler sa carrière, etc. Enfin, c'est tout de suite, c'est vraiment de la persécution. Mais comment il a été au courant? Comment il est au courant de tout ça? Par l'entreprise? Oui, je pense que comme on connaît des gens en commun, les gens doivent... prend plein d'infos sur vous. Les gens doivent... Alors après, je veux pas le charger inutilement. Peut-être que c'est passé volontairement. Peut-être que des gens le disent à des gens qui le disent à des gens, et puis ça lui arrive aux oreilles. Voilà, hein, c'est peut-être pas volontaire de sa part. On sait pas et on saura jamais. Mais voilà, il est rentré dans une fureur monstre parce que soi-disant que je veux lui voler sa carrière, etc. Alors que je veux juste partir pour souffler cet été. Voilà. Et professionnellement, vous avez des opportunités de carrière ou d'autres sites, mais dans la même entreprise ou changer d'entreprise? Oui, je peux
quitter cet endroit. Moi, je veux pas trop en dire parce qu'on Je pourrait vous comprends. identifier facilement. D'accord. Oui, je comprends. Mais D'accord. je Non, peux mais vous êtes dans partir, des. Oui, moi, ce qui m'importait plutôt dans ma question, c'était de quelle façon vous pensez à votre avenir et vous allez vous construire autre chose, parce que là. Il m'empêche de passer à autre chose, en fait. Pourquoi? Il me retient. Je Pourquoi? sais pas pourquoi, mais Ah. le fait de vouloir garder l'appel, j'ai l'impression qu'il m'empêche de passer à autre chose. Oui, Vraiment, c'est une impression, parce que quelles sont les. Voyez, concrètement, qu'est-ce qui fait qu'il vous empêche de passer à autre chose? Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, ce que vous Le dites. fait de, je sais pas, de pas vouloir. Moi, tout ce que je voulais, c'est voilà, il y a le procès, il est jugé, il est coupable, on n'en parle plus. Et là, de faire appel, je trouve que c'est garder un lien, Ouais. d'aller contacter mon entourage. Enfin, j'ai l'impression que malgré tout, il veut m'embêter jusqu'au bout. Et du coup, ça vous retient. Mais quand vous dites, mais ça me retient de me créer un autre projet, ou plutôt, ça vous obligera à fuir. C'est ça que vous voulez pas? C'est pas que ça m'obligera à fuir. Après, ça fait très longtemps que je suis dans cette ville, que je suis ici, donc j'ai très envie de partir et je pense que c'est la bonne occasion. Voilà. Après, c'est vrai qu'effectivement, lui, sa stratégie, c'est de dire plein de choses fausses d'ailleurs à des gens. Et les gens parlent beaucoup. On est dans un petit milieu. Je sais pas dans quelle mesure ça peut me nuire ou pas. Voilà. Mais c'est quelque chose que j'évaluerai sans doute avec le temps. Oui, parce que là, vous êtes en train de dire, c'est lui qui m'empêche. Et attention à ce que vous laissez agir à l'intérieur de vous. C'est-à-dire oui, parce que un peu de la. Alors, je comprends. Hein, encore une fois, c'est pas facile, surtout après avoir subi tout ça. Vous aviez envie de tourner la page et de passer à autre chose. Mais comme ce projet-là, c'est-à-dire la façon dont vous pensiez que les choses se passeraient ne se passe pas comme ça. Du coup, vous retrouvez une forme de porosité. Hein, ça se passe pas comme j'avais imaginé. Oui, il y a un peu de ça. Hein, voilà. Donc retrouver j'allais dire une forme de souplesse dans la situation, faites avec. Non, vous ne le changerez pas. Non, le procès n'a pas complètement réglé, arrêté les choses. Mais c'est à vous de couper le lien. Bien, la justice vous a quand même, donné raison et l'a reconnu coupable, même si le procès est parti en appel. Donc à vous maintenant de décrocher les choses. Enfin, ce lien-là. En vous battant d'ailleurs, parce que vous voyez, c'est particulier. Vous avez fait un mail à votre avocat, vous m'appelez ce soir, mais d'aller demander aux gens de vous défendre, parce que là, sinon, si vous défendez pas, vous lui relaissez de la prise. Et donc effectivement, vous êtes prisonnier. Et oui, mais c'est ce que vous commencez à sentir. Et vous commencez à sentir que de nouveau, il vous tient, enfin, il vous embête, hein, voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. Donc et là c'est David qui insiste par SMS. Il dit non pas les gendarmes, hein, juste une main courante, des attestations. Vous pouvez les télécharger avec copie des pièces d'identité de chaque attestation, mais laissez-le faire, c'est très bien, dit David. Oui, parce qu'il s'enfonce en faisant ça pour son appel. Objectivement, si vous voulez, j'ai absolument aucun doute de l'issue du procès d'appel. Alors après, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'eux. Non, mais je me dis que s'il en est réduit à ça, c'est qu'il n'a rien à dire. Donc je me fais pas. Mais c'est vrai que c'est agaçant parce que je voudrais juste ne plus en entendre parler. Enfin, je me suis quand même retrouvé agressé avec beaucoup de jours d'ITT, etc. Je voudrais juste oublier. Et en fait, à chaque fois, on a l'impression qu'il revient, il re-rentre par la porte. Oui, mais ça vous donne une occasion, Eric, aussi de vous positionner et de vous montrer tel que vous êtes. Parce que si vous ne faites rien, vous êtes de nouveau pris dans les filets. Alors non, effectivement, vous n'êtes pas encore complètement tranquille. Mais sans doute qu'il y a quelque chose dans cette histoire pour vous à travailler, vous voyez, à vous sortir de là par vous-même. Il y a pas, bien sûr, vous avez très bien fait avec la justice, mais au-delà ou à travers ou avec la justice, on va dire, ou même les trois, c'est vraiment vous positionner. Et là, ça vous y oblige. Et c'est pas mal, d'une certaine manière, pour vraiment passer à autre chose. Oui. Je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Bon courage, Eric, et puis n'hésitez pas à nous rappeler ou tenez au courant, mais appelez votre avocat dès demain, même si vous n'avez pas répondu à votre mail. Bon courage. Merci. Merci aux auditeurs. Au revoir.
Avant d'accueillir Laurent à l'antenne, un message pour vous, Eric, d'un auditeur, d'une auditrice, qui dit effectivement il serait bien que vous souffliez à votre avocate qu'elle demande un suivi psy pour votre ex, car cette agressivité pourrait très bien se reproduire sur d'autres, en espérant que ce ne soit pas plus grave un jour. Effectivement, bon conseil. Bonsoir Laurent. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Alors voilà. Oui. Oui, merci. Voilà, je vous appelle parce que j'ai 52 ans, j'habite à Toulouse et j'ai ma copine, je la fréquentais depuis 5 ans. Mhm. Et après, elle a commencé à me dire que je ronflais trop, qu'elle dormait plus avec moi parce que je ronflais. Et ça fait 6 mois qu'elle dormait plus avec moi. Je suis à l'hôpital, je suis allé, j'ai fait des tests. J'y ai passé une nuit épouvantable. Ah oui, ils font des tests de sommeil là, oui. Oui. Mhm. Oui. Alors, on m'a juste dit de ne pas me mettre sur le dos. Mhm. Et ça a continué, qu'elle ne dort pas avec moi. Elle était énervée par son travail et tout. Et les vacheries fusionnaient. Alors, quand les vacheries fusionnent, on dit rien, puis après, on finit par répondre à notre vacherie. Parce qu'on ne peut pas se laisser faire non plus. Et puis, elle s'est énervée comme ça. Et avant-hier, elle me dit, t'as qu'à aller dormir, t'as qu'à aller coucher avec ta mère. Comme ça. Ma mère, elle est décédée. Mhm. Alors, ou alors, tu vas perdre l'œil qui te reste, comme je vois avec d'un œil. Bon, des vacheries, quoi. Mhm. Et moi, je lui ai répondu que sur YouTube, j'avais vu que dans son pays, Haïti, il y en avait qui se droguaient, il y en avait qui faisaient la prostitution, ils vivaient dans la pauvreté. Et ça l'a vexé. Ouais. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle, ce qu'elle m'a dit, ça m'avait vexé aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Mhm. Alors, elle a pris ses affaires hier soir. Ouais. Elle est partie, elle est revenue ce matin, elle a repris des affaires, elle est partie. Et elle m'avait fait déménager pour aller habiter dans le quartier où elle habite. Ce Ouais. qui fait que j'habite un immeuble qui est juste en face de son immeuble. Ouais. Yes. Ça fait combien de temps que ça commençait à aller mal? Qu'est-ce que vous avez observé? Parce que c'est allé de pire en pire. Bon, parce que vous savez, souvent dans un couple, Laurent, les disputes, on s'envoie voilà des noms d'oiseaux à la figure et ça cache autre chose. Donc, vous pensez-vous, ça fait donc 5 ans que vous êtes ensemble. Vous diriez que ça fait combien de temps que il y avait de l'eau dans le gaz, comme on dit? Oh, 8 mois. 8 mois, ouais. Et à cause de quoi, vous pensez? Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus si bien ensemble? C'était bien avant. C'était bien, oui, c'était bien. Ouais. Et vous Oui. pensez que qu'est-ce qui s'est passé dans le couple? Je voulais dire ce que je pense. Ouais, Je pense que moi, je suis un grand sentimental, du moins, ouais, je suis assez câlin, bisou. ouais. Et elle, c'est pas vraiment ça, elle est pas câlin, bisou. Des fois, ça l'emmerdait. C'est le cas de le dire. Mais je ne peux pas me refaire, je suis comme ça. C'est ce que vous voulez faire. Donc, elle a eu l'impression que vous étiez un peu envahissant, un peu collant, comme on dit. Voilà, elle me dit, on n'est pas collés. Ouais. Quand je dis, mais t'es jamais avec moi, elle me dit, on n'est pas collés. Donc, Alors, elle a eu le sentiment des problèmes. d'étouffer un peu. Ouais, elle avait des problèmes. Elle avait des problèmes avec sa voisine du dessus. Ouais. Et maintenant que la voisine a déménagé, elle est repartie chez elle, quoi. Donc vous pensez que c'est par confort personnel qu'elle a trouvé refuge chez vous tant qu'elle a des problèmes avec sa voisine, mais maintenant que la voisine n'est plus là, elle peut repartir tranquille chez elle. C'est un peu ce que vous pensez? Oui, sans le certifier. Non, bien sûr, bien sûr. Mais alors au début, c'était la vie de rêve, parce que j'avais touché un héritage et tout de ma mère. Et maintenant qu'il n'en reste pas beaucoup, c'est bizarre, elle s'en va. Alors j'ai trouvé ça quand même. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je sais pas. Mais je me pose plein de questions, quoi. Oui, je comprends que vous posiez plein de questions. Mais moi, ce qui me semble important, c'est ce que vous notez sur, voyez, le rapport dans le couple. Parce que, imaginez un feu de cheminée. Alors, je sais pas si vous faites des feux de cheminée dans votre appartement, mais non, non, hein, non. Enfin, en ville, non. Mais vous voyez, quand on met trop de bûches, le feu il s'éteint. Donc si vous faites trop de câlins, trop de bisous, ça éteint un peu le feu parce qu'elle a plus tellement d'espace ou de place pour venir vers vous, pour venir vous en faire des câlins et des bisous. Vous ne créez pas de manque chez elle. Donc si vous êtes trop présent, à être
très très câlin, beaucoup sur elle. Alors bien sûr, c'est votre besoin. Vous dites, moi, je vais pas me refaire. Oui, je mais suis comme c'était ça. pas exagérément. D'accord. Vu qu'elle était là, elle n'était pas là de la journée. Ce qui fait que. Mais le Elle temps était où pas elle souvent était là, présente, en fait. d'accord. Mais le temps où elle était là, vous aviez envie de beaucoup la prendre dans vos bras, de la toucher, de la serrer, de l'embrasser. Et vous avez senti qu'avec le temps, ça a fini peut-être par l'agacer un peu, peut-être elle se sent un Mais je peu crois que étouffée. Non. c'est pas dans sa nature, je crois. Elle est pas Ouais. comme moi pour ça. Au début, elle aimait bien, pourtant. Les premières années, 5 ans ensemble, non? Mais c'est toujours un peu moi qui a. Qui est Elle était câline, mais pas souvent, quoi. Voilà. pas souvent, ouais. Mais C'est peut-être plus que moi, quoi. Qui était. ouais. Mais quelquefois, vous savez, un couple, Laurent, on parle d'une danse, de quelque chose qui s'ajuste. C'est aussi comprendre le besoin de l'autre. C'est vrai que vous pouvez faire le constat de dire, moi, je suis plutôt comme ça et elle était plutôt comme ça. Mais la grande question, c'est de quoi elle avait vraiment besoin que vous pouviez lui apporter, et puis vous, de quoi vous avez besoin qu'elle pouvait ou qu'elle peut vous apporter. Peut-être que vous vous êtes parlé de ça, vous arrivez à vous en parler un peu calmement, ou pas du tout. Oui, Ouais. on a parlé, mais elle me dit c'est comme ça, moi j'ai choisi mon travail, c'est mon travail avant tout. Bon. Là, elle est repartie chez elle, là. Oui. Et vous allez... Mais elle a repris toutes ses affaires, là, elle a décidé de vous quitter. Qu'est-ce que vous vous êtes dit concrètement? Elle a décidé de partir, mais moi j'ai rien dit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Elle veut partir, je vais pas l'attacher. Non, bien sûr que non. Non, mais dire, est-ce qu'on peut se parler, que je puisse comprendre pourquoi? Est-ce que j'ai une chance? Est-ce que c'est définitif? Quels sont les projets? Au moins non, pouvoir se dire. Elle a envie de consacrer sa vie à son boulot, et puis c'est tout, il n'y a que ça. Voilà. Donc, quoi, elle dit qu'elle veut plus vous voir? Elle a tiré un trait sur votre histoire? Ben oui. Elle vous l'a dit comme ça? Elle me l'a pas dit comme ça, mais elle me l'a fait comprendre. Elle m'a dit, j'en ai marre, ça a duré 5 ans, mais j'en ai assez. Voilà. Oui, c'est un peu expéditif. Ouais. Et vous auriez envie d'en parler, vous comment, bon, je sens que vous êtes malheureux et bien sûr triste. Qu'est-ce que vous souhaitez? J'ai pas de famille. Ouais. Et j'ai pas vraiment d'amis. Je suis un peu seul. Et ça fait peur, ça. Oui, je comprends. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas d'amis? Vous avez encore un travail ou pas? Ou vous avez des activités? Non, je travaille pas parce que comme je suis malvoyant, j'y vois un peu quand même, mais je fais des voyages et tout. D'accord. Je suis pas aveugle, quoi. Oui, je comprends. Malvoyant. Ouais. Et ouais. je vais souvent chez Harley parce que j'aime les motos, elle se lui plaît pas du tout. Ah, c'est chouette ça. Je fais moi ça. Ouais. Ça lui plaît pas du tout. D'accord. Et ça, vous avez des amis dans ce milieu de la moto alors? Ben disons des copains, quoi. Mais on se voit pas à l'extérieur de chez Harley, quoi. Mais si vous essayez d'y aller un peu plus, de rencontrer, je sais pas, quelqu'un pas loin de chez vous qui en a une. Ah non, mais j'y vais tous les samedis chez Harley. D'accord. Eh ben, alors un qui est un peu sympa, un ou deux, de dire tiens, si on je sais pas, si on se voyait demain, si on sortait nos motos. Il y a beaucoup de couples là-bas. Et il y en a pas des tout seuls comme vous? Il y en a pas trop. Oh, il y en a un peu. Il y en a peut-être un peu. Mais ce serait chouette pour vous parce que. Mais c'est les réguliers, il y a beaucoup de couples. Ouais, d'accord. Essayez de repérer. J'ai une amie qui travaille là-bas. Ouais, alors justement, essayez de lui en parler. Parce que quand on se sent seul et qu'on se sent isolé, c'est important de dire c'est triste. Donc faites quelque chose pour vous, allez à la rencontre, cherchez des gens avec qui vous auriez envie d'échanger, de discuter. Si en plus vous avez une passion, et c'est la Harley, c'est formidable. Il y a plein de réseaux, enfin les harlettistes, c'est vaste le monde des Harley. Et on les voit souvent d'ailleurs en bande qui roulent. Donc vous en avez une vous-même, Laurent? Ben je peux pas conduire. Ah oui, que je suis bête. C'est vrai que je vous pose. Mais je suis rentré quand même dans le truc. Je me suis fait aimer là-bas. Ah, c'est chouette. Et du coup, alors vous y êtes parce que vous aimez les toucher, parce que vous les voyez dans vos yeux en fait, c'est ça? Ben je les vois quand même.
Et je m'habille beaucoup Harley, quoi. J'ai plein de vêtements, des décorations pour la maison. Ouais, d'accord. J'ai même acheté un casque quand des fois on me fait faire un tour. Ouais. Bon, j'ai tout l'attirail. Et vous pouvez rendre des services là-bas dans ces réunions? Vous êtes actif un peu? Ben, Dans ce que vous pouvez faire, hein, je me rends pas bien compte, mais essayez de trouver. Ouais. On se voit, il y a un rassemblement dans un restaurant, je vais y aller la semaine prochaine. Il y a un rassemblement là, dans un restaurant, je me rappelle plus le nom. Est-ce qu'il y a une autre activité qui vous plairait, demande un auditeur? J'aime bien voyager. Ouais. Mais pas tout seul, quoi. Bah, c'est normal. Alors, ouais. je me dis, des fois, je me dis, il faut retrouver quelqu'un pour cicatriser ça. Mais c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et puis, Laurent, de se jeter très vite dans une autre histoire, quand on est, tout malheureux, là, faut un peu de temps pour être avec soi. Par contre, vous me dites que vous aimez bien. D'un autre côté, je me dis que la relation était quand même pas, ça devenait toxique. Ah, tiens, ça c'est intéressant. Ça c'est bien. J'aime bien vous entendre dire ça. C'est-à-dire, la relation devenait, c'était pas vivable, quoi. Bah oui, mais c'est important ce que vous êtes en train de dire là tout de suite, Laurent. Vous en rendez compte? Alors c'était pas vivable, et en même temps, comme j'ai pas de famille, elle a peur de me retrouver comme ça. Eh oui, c'est-à-dire à la fois. Des fois, il vaut mieux être mal que rien, quoi. Oui, il vaut mieux être mal accompagné que pas accompagné du tout. C'est ça que vous voulez dire. Et quelquefois, on reste dans une relation qui nous satisfait pas alors qu'on est malheureux. Mais ce que vous voyez pas, Laurent, et j'emploie ce mot à bon escient, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a des gens qui vous apprécient ou qui peuvent vous apprécier et que vous avez quand même, malgré tout, bien que vous ne vous en rendiez pas tout à fait compte, un peu le choix de choisir d'autres gens, de faire des rencontres. Alors vous voyez, là il y a Nathalie qui laisse son numéro pour vous, elle aimerait discuter avec vous. Oui, moi aussi. Et ben voilà. J'allais vous le dire que quelqu'un, si on veut me laisser le numéro, si on veut m'appeler ou me laisser le numéro. Oui, que ce serait bien. Vous voyez, Nathalie l'a entendu. Et puis, quand vous me dites que vous aimez voyager, il y a maintenant des voyages possibles à plusieurs. Regardez un organisme avec lequel vous pourriez partir et vous feriez des rencontres. C'est-à-dire que moi, je suis un peu romantique, partir avec la petite copine, comme ça. Je suis pas un adolescent, mais c'est limite, quoi. Non mais. Main dans la main. Bon, alors, moi, je sais ce qu'il vous faut, Laurent. Il vous faut une harlettiste qui puisse conduire la moto, comme ça, vous serez derrière. Donc, je fais un appel ce soir à l'antenne à une femme qui aurait une Harley, et qui pourrait vous emmener. Ça, ce serait bien, hein. Parce que ça, c'est le rêve, non? Ah oui, j'en étais sûre. Rêver, oui. Ouais, bah, pourquoi pas, hein. Il y a de plus en plus de femmes qui aiment la moto. C'est le rock, ben oui. C'est l'Harley, c'est le rock et tout ce qui va avec, quoi. Bon, est-ce que vous acceptez quand même une femme qui a une moto, mais c'est pas une Harley? Non, il faut que ce soit une Harley. Bien sûr que pas spécialement. Si la femme elle est non, d'abord qu'une femme soit un peu comme moi, quoi, fleur bleue. Fleur bleue, ouais. Fleur bleue. Même si elle n'a pas d'Harley. Oui, même si elle n'a pas d'Harley, oui, je comprends. Mais que je puisse l'amener chez Harley, au moins qu'elle aime ça. Qu'elle aime bien les motos, oui. Comme vous. Laurent, vraiment, ce serait important que vous regardiez un peu l'avenir autrement, parce que c'est vraiment formidable que vous ayez dit, bah oui, cette relation, finalement, j'étais plus heureux, quoi. J'étais pas heureux dedans. C'est important pour que vous puissiez tourner la page, passer à autre chose. Et que Disons que j'avais toujours l'impression que ça allait s'arranger. Ouais. Et puis j'avais du mal à me l'avouer. Et puis quand on est sous l'emprise de l'attachement, pour s'en défaire, moi j'aurais pas pu partir si elle n'était pas partie. Voilà. Ouais, et donc, ça vous permet finalement de regarder l'avenir autrement, ça, ce que vous dites là, non? Oui. Oui. Seulement, j'ai pas de famille à qui me retourner pour raconter, pour parler, tout ça. Ouais. Alors ça aussi, c'est hard quand même. Oui, ça c'est hard. Oui. Je vais pas aller voir la boulangère du coin et lui raconter. Bon. Et pourquoi pas?
Vous entendez bien que la boulangère? Non, mais je dis pourquoi pas. Non, je ne la connais pas, la boulangère. Ouais. Non, mais ça arrive. Non, mais ça arrive avec des commerçants, voilà, avec qui on s'entend bien, on tisse des relations, on parle de ses enfants, de son conjoint. Lancez-vous. Pourquoi vous iriez pas plutôt dans votre club là de harlettistes, mais de trouver quelqu'un en disant oh là là, en ce moment vraiment j'ai le cœur gros parce que j'ai une relation de 5 ans qui vient de s'arrêter. Bon, je me sens un peu seule. C'est important que vous puissiez parler de vous, Laurent, parce que les gens le savent pas. Les gens savent pas que vous avez besoin d'eux. Or, vous avez besoin des autres. Quand je vais chez Harley, je fais un peu comme eux, je fais le macho, quoi. Je fais le mec... Fait le dur, voilà, quoi. Le dur. Avec le blouson, tout qui va bien. Ouais. Ah oui, il y a toute la panoplie. Mais les motards, c'est des cœurs tendres, hein, souvent. Hein, c'est des cœurs tendres, non? Ouais, mais entre eux, ça boit de la bière, ça raconte des conneries. Ah oui, ça fait les machos. Il n'y a pas la place pour se plaindre de ces trucs-là. Ouais, je comprends. Bon, il y en a bien ça qui parle de moto, ça parle de musique, ça parle de... Ouais, d'accord. Il y en a bien qui sont comme vous avec le cœur en écharpe. Il y a une auditrice qui demande dans quelle région êtes-vous? Toulouse. Ah ben oui, vous l'avez dit, Toulouse, avec votre bel accent en plus. Oui, bien sûr. Laurent, j'imagine il n'y a pas que ce club-là où vous allez, non? Quelles sont vos autres activités ou les gens que vous voyez? À qui vous pourriez... je vois personne. Ouais, personne. Personne. Vous faites vos courses vous-même? Oui. Ah ben oui, je fais mes courses, je fais mon repas, je fais mon ménage, je fais tout. Donc dans la journée, quand vous sortez, est-ce qu'il y a des gens que vous rencontrez ou... Oh ben non, je fais les magasins. C'est surtout la musique, je vais acheter des CD ou des DVD. Vous écoutez quoi comme musique? Je regarde les bijouteries, je me promène, quoi. Ouais. Et vous écoutez quoi comme musique, Laurent? Je suis un peu ambivalent. J'écoute du hard rock et j'écoute aussi de la house music, ce qui n'a rien à voir. Ça dépend de mon humeur, quoi. Oui, ça dépend de votre humeur. Même je pourrais écouter du reggae. Ouais. Mais quand je vais chez Harley, c'est du hard rock. Bon. C'est du hard rock. Alors, il y a Marc qui dit qu'il y a des agences pour les voyages motards. Et c'est vrai que vous pourriez être derrière. Non, mais chez Harley, ils le font, ça. Ah, bah alors? Mais ils ont peur de me prendre à cause de l'assurance. L'ennui. Parce qu'ils font des voyages, mais ils me prendraient bien, mais comme ils ne sont pas assurés par rapport à ça, et vous pourriez... ils ont peur que s'il m'arrive quelque chose... D'accord. Mais vous, parlez-en à votre assurance. Oui. C'est-à-dire peut-être, vous savez, entre assurances, quelquefois on peut prendre une complémentaire. Et si vous vous assurez de votre côté pour le voyage en complémentaire, renseignez-vous. Ça vaudrait vraiment le coup. J'aimerais bien savoir que vous partez un peu en voyage, Laurent. Surtout là, maintenant, ça vous ferait du bien. Et alors, je partais souvent, depuis 20 ans, parce que j'étais marié à 18 ans. Je partais souvent à Yory-Delmar, parce que c'est un endroit que j'adore. Ouais. Et ce que j'aime bien là-bas, c'est qu'au moins je risque pas de me perdre parce que je connais tout le village par cœur. Oui. Je comprends. Alors, en plus, c'est la fête, la musique toute la journée. Ouais, c'est chouette. Les magasins partout, les discothèques. Oh, c'est chouette à Yory-Delmar, il y a de la musique jour et nuit. C'était pas maintenant. un fêtard, Laurent, c'est un fêtard. Et vous avez eu des enfants alors? Vous avez été marié 18 ans? Non, ma femme, elle avait... C'est-à-dire que ma femme, elle avait 18 ans de plus que moi. Et ça a duré pendant 18 ans. Après, elle est allée à l'hôpital parce qu'elle a eu le méningite, à la suite de méganome au cerveau. Oui. Et on n'est pas resté ensemble parce qu'avec ses enfants, ça n'allait pas entre eux et moi. Ils avaient mon âge. Ça s'est dégradé quand elle était à l'hôpital. Moi, j'avais peur de perdre ma femme, ils avaient peur de perdre ma mère, alors tout le monde était énervé. Ouais. Et finalement, on s'est séparés. Et un an après, on a divorcé. Et on a passé 18 ans et demi ensemble quand même. Et on est restés copains. Voilà, on est restés copains. Et ben alors, et aujourd'hui? On est restés copains. Et ben alors, appelez-la. Elle est où? Elle est loin? Ah non, là, elle est partie pour 3 mois au Maroc. Ah, vous pouvez pas l'appeler en ce moment. Elle rentre quand? Elle rentre au mois de mars. Bon, parce que donc là, vous avez une amie qui vous connaît bien. Elle me remplace un peu ma mère d'un côté parce qu'elle avait l'âge de ma mère en fait. D'accord. Alors maintenant, on a des rapports amicaux. Et comme elle était très rigolote, on rigole. Mais ça, c'est chouette. Ouais.
Donc ça c'est elle a quand bon. même 75 ans, quoi. Ouais, elle a 75 ans et vous avez moi, 52. Oui, je comprends. Mais c'est un joli lien là que vous avez là, qui est précieux en tout cas. Alors il y a Marie qui envoie aussi une suggestion. C'est une bonne idée. Elle dit que Laurent demande des tuyaux à Julie du matin Europe 1. Vous savez, Julie qui est la voix là de toute la matinale d'Europe 1. C'est une grande motarde. Oui. Donc voilà, pourquoi pas envoyer un message à Julie. Et puis un autre auditeur qui dit peut-être que les fédérations de motards recherchent souvent des bénévoles. Vous pourriez tisser des liens. Ah oui. Ça... oui, c'est vrai. Oui, je demanderai Charlet. Oui, demandez Charlet. Hein, c'est important. Parce que c'est mon coin, ça, Charlet, c'est mon coin. D'accord. Oui. Parce que les autres motos, pas trop, c'est Charlet, quoi. Souvent, quand une histoire comme ça se termine et que on se sent un peu tout vide, surtout qu'elle est partie de chez vous, vous habitiez ensemble, donc c'est normal que vous ayez un gros coup de cafard et vous avez bien fait de nous appeler ce soir. Mais ça laisse la place, oui, pour autre pas un chose. Coup de cafard. Ouais. C'était. Ah. Je suis sans famille, je me retrouve seul au monde, voilà. Oui, c'est ça. Oui, donc. Tout en me disant qu'en même temps, ça ne pouvait pas s'arranger, c'était trop toxique. Ouais. Et ça aurait pu continuer comme ça, je sais pas comment. Bien sûr, donc quand je dis coup de cafard, voilà, vous avez bien fait de nous appeler pour pas rester tout seul, et ça c'est super. Mais maintenant, ça fait aussi de la place dans votre vie. Hein. Vous dites c'était une relation toxique, j'étais pas heureux avec elle. En plus, quand même, elle vous parlait mal, donc voilà, vous étiez pas très très bien traité dans cette relation pour un gros cœur tendre comme vous. Donc, il me semble important là de comme il y a une place, il y a de la place qui s'ouvre, de tisser d'autres liens. Alors on a parlé des voyages, on parle des fédérations de motards, il y a Yvan aussi qui laisse son numéro pour vous, Cathy également si vous souhaitez parler. Donc vous avez 3 auditeurs ce soir dont on va vous donner les contacts. Il y a une auditrice qui dit moi après une relation de 12 ans je me suis fait congédier sans explication, c'est très dur. Prenez votre temps et surtout restez fleur bleue. Ouais, moi je crois que toutes les femmes sont d'accord avec moi ce soir, surtout restez fleur bleue Laurent. Ça, c'est important. On ne change pas mon âge. Non, c'est vrai. Pas. Donc, vous resterez câlin, bisous, fleurs bleues et aimant la moto. Voilà. Et les voyages aussi. Et les voyages aussi. Ouais. Et envie, et garder, voilà, et donner de la place au fait que vous ayez envie d'avoir des amis. Osez en parler. Là, c'est super. Vous avez des numéros de téléphone. Vous allez pouvoir un peu parler. Allez dans des associations de votre quartier, dit Marie aussi. Oh, il n'y en a pas. Il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. D'accord. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à parler de vous. Vous voyez, tout le monde est heureux de vous avoir à écouter ce soir. Et vous avez bien fait de nous appeler. Merci, merci Laurent. Surtout que ça va peut-être m'amener des amis. Exact, ouais. Bonne route, Bonne route à vous, Laurent. Ouais, je vous embrasse. Merci. Au revoir, Laurent. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct. Ici, on se confie, on vient y chercher un peu de bienveillance et on fait de vos problèmes notre problème. Nous les accueillons, vos problèmes, pour tous nous interroger en miroir, pour remettre 100 fois sur le métier notre ouvrage, celui de vivre tout simplement. Confiez-nous vos problèmes. Quentin et Corentin les accueillent avec bienveillance au 39 21 et c'est Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Et puis tout de suite un peu de musique, Michel Delpech. Allez, on part tous ensemble dans le Loir-et-Cher. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup à vous. Alors vous, oui, dites-moi Béatrice. J'ai appelé votre collègue parce que tout à l'heure vous disiez quelque chose qui était très très juste.
vous parliez des gens qui souffrent pendant un certain temps et que très vite, le monde autour se lasse. Oui. Ce qui m'a été dit de multiples fois, parce que ça fait 2 ans que je suis dans une vraie grande, profonde souffrance, et j'ai compris d'amis qui sont pourtant extrêmement proches, je ne pouvais pas pleurer toute ma vie entière et lasser tout le monde. Bon, donc j'ai entendu ça, et ce que vous avez dit a résonné pour me conforter dans ce sens-là. Ouais. Alors, est-ce que dans ces cas-là, oui, ce que je disais dans ma petite introduction, est-ce que vous leur dites oui, bon, je peux comprendre que tu en as assez ou vous en ayez assez, voilà, d'entendre mon histoire, mais j'ai besoin, moi, d'être rassurée ou d'en parler. Vous savez qu'il y en a, Béatrice, quelquefois, qui vont chez le psy pour pas embêter, entre guillemets, leurs amis. Ça arrive, voilà, qui disent, comme ça, je parle pas de moi, je parle pas de mes problèmes, et puis, je vais chez le psy. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pu dire aussi dans la phrase, c'est ton problème ou va chez le psy. Mais après, ça interroge, vous voyez, qui sont vos amis, qu'est-ce qu'elles vivent? Est-ce que finalement, vous parlez de séparation? Est-ce que ça leur fait peur, peut-être, à ce que vous avez vécu? Et que du coup, elles sont mal à l'aise? Je pense que ça leur fait peur. Oui, il y a sûrement de ça. J'ai quand même été mariée, pour l'instant, 49 ans, bien que le divorce soit demandé par mon mari. 49 ans, oui. En tout cas, 48 sûr. Ouais. Et au bout de 48 ans, maintenant, il demande un divorce. Ce qui veut dire que ma vie entière a fonctionné avec lui et que je l'ai considéré jusque-là comme quelqu'un que j'aimais profondément, dont je connaissais les failles, à qui j'avais demandé de se faire soigner depuis longtemps, qui était juste muet, mais muet comme une carpe. Et à la fin, j'essayais de trouver une fêlure dans le système pour essayer de communiquer avec lui. J'ai jamais réussi. Et un jour, il a dit qu'il n'aimait pas sa vie. Donc je lui ai dit qu'il avait eu quand même plus de 45 ans pour le dire, et qu'il avait une fêlure. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais enfin, du coup, il voulait une relation charnelle et coucher avec une autre fille jeune. Je pense que la peur de vieillir aussi, parce qu'il a 72 ans, 73 maintenant. Et puis il s'est laissé piéger. Et l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, il est parti un beau jour, sans dire un mot, sans laisser une adresse, sans rien. Et depuis, je n'ai jamais plus eu de nouvelles. À part par avocat interposé pour le divorce. Oui, pour demander le divorce. Et vous avez eu des enfants ensemble? Nous avons 4 enfants, mariés, merveilleux. Qui voient leur papa? Non. Ah, il est aussi parti sans laisser d'adresse auprès des enfants? Et oui. Au bout de 3 mois, j'ai découvert son adresse parce qu'il y avait quand même des papiers à remplir. Donc là, je l'ai quand même eu. Mais il est parti extrêmement... Enfin, moi, je trouve que c'est un acte assez violent. Oui, bien sûr. Très, très violemment. Je suis rentrée à la maison. Il m'avait déposé 2 jours chez quelqu'un. En me disant, ça va être tellement long de vivre 2 jours sans toi. J'ai dit que c'était vraiment adorable. 2 jours après, je rentre chez moi. Il n'y avait plus rien. Ah oui, tellement il l'assumait pas, tellement il n'arrivait pas à assumer son acte. Non, il l'a jamais assumé. Vous savez, tout ce que j'ai découvert, c'est toujours par des SMS dans son téléphone que j'ai jamais consulté, mais qu'il laissait traîner ou qu'il laissait ouvert. Donc cette liaison, je l'ai découvert que par son téléphone. Vous avez quand même regardé les SMS. Mais non, il était ouvert. Le premier. Ils apparaissaient à l'écran. Le premier est apparu à l'écran. Je me dis, c'est quoi ça? Il m'a dit, mais je ne sais pas. Et au bout de 10 minutes, il m'a dit, c'est moi. Bon, d'accord. La terre, c'est... Et puis après, il a décidé qu'il allait interrompre avec cette fille qui avait quand même 49 ans quand lui en avait 70 ou 40 ou 71. Bien sûr, qui est une voisine et amie, dont c'est pas le premier non plus d'ailleurs. Mais enfin bon. Et la deuxième fois, le matin, il avait été lui dire adieu dans un parc public à Paris. Et le soir, je me couche et son téléphone était ouvert. Par terre à côté de son lit, disant non, Marie-Charlotte, je regrette tout ce que je t'ai dit. Ne tiens pas compte de tout ce que je t'ai dit, c'est pas vrai, je t'aime. Bon, d'accord. Et Béatrice, les enfants donc n'ont plus de contact non plus avec leur père?
Alors, j'ai 2 filles, 2 garçons. Les filles ne veulent même pas entendre parler de leur père. Ah oui. Les petits-enfants sont extrêmement traumatisés. Oui. Et l'aîné voit un peu son père pour des problèmes extrêmement concrets. Et le second, moins on en parle et mieux il se porte. Oui. Ouais, c'est très triste. C'est effrayant. Ce que vous racontez, triste parce qu'il a coupé les ponts avec une vie qu'il a pourtant construite, 4 enfants, vous dites, grands, des petits enfants, et en fait il était passager clandestin dans sa vie avec vous. Oui. Hein? Écoutez, on a une maison de famille qu'on a achetée ensemble, qui était notre maison de famille. Il renonce à cette maison. Il a renoncé à tout. Oui. Alors, est-ce qu'on appelle ça C'est un homme en fuite. Oui, c'est un homme en fuite. C'est un homme en fuite qui a plus de courage. J'ai une de mes filles qui dit, mais il avait quand même son libre arbitre. Je crois qu'il l'a plus. Il a été envoûté par cette fille qui est dure, il l'a dit lui-même, qui est dure, qui est autoritaire. Et l'écho général, c'est comme il est un espèce de toutou avec cette fille qui a 25 ans de moins que lui. Oui, mais c'est pas la fille. Enfin, vous savez, on n'est jamais victime complètement de quelqu'un. C'est qu'il y a quelque chose en lui qui permet ça. Hein, et vous vous le dites très bien, Béatrice. Vous dites, voilà, il vous disait qu'il aimait pas sa vie, et tout d'un coup, dans un sursaut, voyons, j'allais dire la fin, en tout cas, dans la dernière partie du chemin, il dit, je veux plus de ce chemin-là. Oui, c'est vrai. Mais c'est très brutal pour ses proches, pour vous, pour ses enfants, parce que la responsabilité, il l'a pas prise plus tôt. Alors il la prend sur le tard de lui-même, et puis en fait elle est tellement tardive. Vous savez, quand on a retardé comme ça un acte, il la prend brutalement, il coupe avec une hache les liens qu'il a construits. Mais vous croyez que ça c'est complètement irréversible? Il peut pas. Alors, à moins que à moins que lui fasse un chemin pour comprendre qu'est-ce qui se passe, ou qu'il se fasse aider et qu'il réalise que peut-être que ce qu'il a construit compte encore pour lui. Mais imaginez que ça fait des années que dans la vie qu'il vivait, il se disait qu'il n'était pas dans la bonne. Qu'est-ce qui va Ah oui. Alors du coup, mais qu'est-ce qui va lui permettre de reconsidérer la vie d'avant, maintenant? Que sa copine le quitte et qu'il voit tout ce qu'il a perdu. Oui. Vous savez, il a 73 ans. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait envisageable, pour autant qu'il arrive à reconsidérer la vie d'avant, et qu'il ne reste pas sur sa lancée de vécu. Alors, il s'est pas donné non plus, j'ai envie de vous dire, les moyens d'être heureux dans son couple avec vous, avec ses enfants, parce que pour rester tout en étant très malheureux, vous voyez, il y a quelque chose un peu de paradoxal, ou même de contrariant pour lui, parce que il restait, mais en passager clandestin, et en sachant que il n'était pas heureux d'être là. Oui, mais vous savez, c'est quelqu'un qui ne parlait pas du tout. Tout enfermé à l'intérieur de lui, terriblement enfermé. C'est un homme emmuré, hein. Ouais. Très très emmuré. Bon, je pense qu'il y a une histoire familiale, parce qu'il avait un frère qui était un grand handicapé, mais ça il voulait pas le reconnaître. Je pense que ça l'a beaucoup démoli, abîmé, mais ça fait 15 ans que je lui ai demandé de se faire soigner. Ouais. Mais voilà, il n'avait pas. Il s'en sentait sans doute pas la capacité. C'était sans doute trop lourd, trop compliqué. Et vous savez, les gens qui fuient comme ça, j'allais dire comme ça, dans cette partie-là de la vie où tout d'un coup on coupe tout, il y a comme une rage, il y a comme quelque chose presque d'enfantin, d'impossible qui devient possible. Ouais. Oui, une rage, c'est vrai. Il sait pas faire autrement, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il le fait pas pour vous faire souffrir. La preuve, d'ailleurs, quand il vous dit 2 jours sans toi, comment je vais faire, il a encore envie d'y croire. Et puis il y arrive plus. Il doit être très très malheureux, hein. Je pense. De toute façon, il est dans la passion maintenant avec sa copine, sa maîtresse. On va appeler ça comme ça. Alors il y a Gisèle qui dit, à 72 ans, il peut pas faire beaucoup d'étincelles. Sa nouvelle amie risque de se lasser, dit Gisèle, avec un peu de cynisme. Ce qu'il y a, c'est qu'il a pas beaucoup d'argent. Il en a pas.
Maintenant, il a demandé le divorce parce que cette fille lui a demandé le divorce. Parce qu'il a dit, il a donné un prétexte extraordinaire. Il a dit maintenant, si nous sommes tous les deux divorcés, nous serons enfin reçus. Parce qu'il ne voit personne. Il n'a pas d'amis. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez peut-être tenté en 2 ans, Béatrice, je sais pas, de lui écrire une longue lettre ou de le voir pour lui parler, de lui demander de considérer tout ce que vous avez construit ensemble et de pouvoir vous confier ce qui le rendait si malheureux? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il pourrait faire pour la vie avec vous et avec ses enfants et ses petits-enfants qui l'aurait rendu plus heureux? Mais de quoi il n'a pas pris la responsabilité toute cette vie-là? De rien. Oui. Il s'est pas occupé de ses enfants du tout. Ouais. C'est un grand sportif, et en particulier un tennisman. Il n'a jamais tapé une seule balle avec ses enfants. Il les a jamais invités à déjeuner ou dîner dans un restaurant, mais je pense qu'il avait peur. Alors maintenant, les longues lettres, oui, je les ai écrites, qui est toujours extrêmement gentille, pour lui dire que de toute façon, ça restera toujours l'homme de ma vie, parce que je l'ai toujours aimé, mais bon, maintenant, ça fait 2 ans qu'il est parti, et 2 ans que je morfle. C'est très dur pour moi. Oui. Bah oui, c'est tout ce que vous avez construit qui s'écroule. Vos enfants vous soutiennent, sont proches de vous? Oui, ils sont très 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 gentils. Oui. Oui, ils doivent être atterrés aussi par ça. Vous savez, ils sont atterrés, ils sont obligés de parler à leurs propres enfants que ça angoisse. Mais il faut dire que vos enfants et eux, vos petits-enfants comprennent que c'est l'acte d'un homme très malheureux. C'est quand on comprend que l'autre est malheureux, ça change le regard. Il l'a pas fait contre vous, il l'a pas fait contre ce qu'il a construit. Il s'échappe de lui-même. Il n'arrive plus à se porter, à se supporter. Et en fait, tout ce qui ses enfants, le ramène à sa vie. Alors, de quoi il avait rêvé, de quoi il rêvait? Je ne sais pas si lui-même le sait d'ailleurs. Je pense qu'il a eu beaucoup d'échecs professionnels pour quelqu'un qui était quand même extrêmement brillant intellectuellement, mais qu'au fond, il avait une mauvaise image de lui, probablement une très mauvaise image de lui. Mais tout ça, moi, je le pressentais, ou je le savais, ou je l'analysais. Mais quand j'ai essayé de lui parler pour lui dire « fais-toi suivre cette blessure de l'enfance qui était si grave, qu'il a occultée », vous la connaissez avec son frère, donc par rapport à son frère. Oui, je la connaissais. Et son père aussi, peut-être, non? Alors, il avait un père que moi j'aimais énormément, très intelligent, assez dur, assez autoritaire comme les gens de son époque. Donc pas de proximité avec le père pour lui. Oh non. Zéro. Parce que je pense, j'ai souvent parlé de Guy Corneau qui nous a quittés récemment, que j'aimais beaucoup, le psychanalyste, et qui d'ailleurs qu'on a connu par un de ses premiers livres. Il écrit énormément de livres, et qui peut-être vous intéressera, Béatrice, mais qui parle de ça, qui s'appelle Père manquant, fils manqué, et qui je l'ai à côté de mon lit. Voilà. Drôle. C'est drôle, ouais. J'ai quand même lu énormément de bouquins. Oui, je comprends. Et ça éclaire beaucoup de choses, parce que ce que vous me racontez de votre ex-mari, enfin bientôt peut-être votre ex-mari, mais de l'homme qui a partagé votre vie, me fait penser finalement à ces hommes, sont des hommes en fuite quand la relation au père a pas pu se faire dans de bonnes conditions pour lui. Ouais. C'est difficile. Peut-être c'est là que ça lui a donné ce sentiment de pas réussir à être dans la sienne, à être dans sa propre vie à lui. Donc c'est probablement, même, je pense, j'en sais rien parce que j'ai aucune nouvelle depuis 2 ans. Je pense que je vais quand même conseiller beaucoup de voir un psychiatre. Je ne sais pas s'il le fait ou s'il ne le fait pas. Je n'ai aucune idée. De toute façon, il ne vivra plus jamais heureux, même s'il aime cette femme, en tout cas physiquement. Parce que derrière lui, il laisse quand même une femme, 4 enfants, mariés, des petits-enfants, dont un qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, qu'il n'a jamais vu. Oui, parce qu'il a 2 ans, ce petit enfant. Il n'a pas 2 ans encore, mais cette fille-là qui a eu aucun contact avec son père depuis qu'elle a 10 ans, donc maintenant, je pense qu'elle lui fait payer aussi. Pourquoi elle n'a eu aucun contact avec son père? Vous étiez ensemble? Parce qu'il ne parlait pas du tout. Mais quand je vous dis pas parler, mais pas parler du tout. Pas parler,
pas vraiment d'amis, à part ceux que j'amenais. Il a été presque 2 ans au chômage. Il a dû travailler en dehors de Paris pendant 2 ans. Et puis, c'est un homme classique. Et cette petite-là était assez exotique et non conformiste. Il ne pouvait pas comprendre. Oui, une gamine qui se fait un piercing dans le nombril pour un père. Peut-être qu'elle le provoquait. Oui, elle cherchait à le provoquer, peut-être son père. Oui, mais il n'a pas compris. Oui. Enfin, le résultat, c'est une famille quand même très endommagée. Ouais. Et moi, sa femme, très endommagée aussi, on peut le dire. C'est 47 ans de votre vie en tout cas. Et vous, est-ce que vous voyez quelqu'un? Ah oui. Ouais. Vous vous faites aider? Moi, d'abord, quand il est parti, j'ai dû passer 15 jours dans une clinique psychiatrique. Et puis maintenant, je vois un psy. Je ne sais pas à quel point il peut m'aider parce que. Pourquoi? Ouais. Pourquoi je ne sais pas vous dire. J'ai pas le sentiment j'ai le sentiment qu'il faut que j'avance toute seule. Oui, bien sûr, c'est vous qui avancez et vous avancez seule, c'est vrai, mais avec un soutien, une écoute. Tout ce que vous dites là a besoin d'être écouté, d'être élaboré. Oui, j'ai une écoute et puis malheureusement j'ai aussi des médicaments. Ouais, il y a une auditrice qui dit je vous comprends, j'ai vécu une situation similaire et faire le deuil d'un homme qui est vivant et peut-être heureux sans moi était une déchirure épouvantable. Oui, épouvantable. C'est effectivement ça qu'on se dit, c'est qu'il est heureux sans vous. Et alors que vous vouliez peut-être d'ailleurs vous avez trop voulu pour cet homme-là, trop de choses, ou que vous étiez trop en demande. Voilà, vous dites qu'il aurait dû faire ceci, faire cela. Est-ce que en demande, vous avez raison. Ouais. En demande et en recherche de communication de l'atteindre. C'est vrai. C'est vrai, mais lui ne voulait pas vous parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et il avait l'air très blessé, en fait. Il y a Jo qui dit tous ces reproches sont certainement vrais, mais c'est en écoutant qu'on peut faire évoluer les choses. Quelle blessure cachait cet homme? Quelle blessure, quel désir qui aurait eu besoin d'être dit? Oui, mais il ne les disait pas. Si je me taisais, il disait rien. Oui, il disait rien. Vous aussi, finalement, pourquoi vous êtes resté si longtemps avec lui? On se pose la question quand on vous écoute. Alors, je vais vous dire, beaucoup de gens m'ont posé la question. Oui, bien sûr. Quand on vous écoute comme ça, c'est ce qu'on se demande. Hein. Beaucoup de gens. Et je me vois encore dans un endroit avec une amie qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais de rester avec cet homme? Mais c'est vrai. Mais je l'aimais. C'est celui que vous aviez choisi, en tout cas. Oui, je l'aimais. C'était votre premier. Oui. C'était mon premier. Moi, je l'ai connu à 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 68. Ouais. Simplement, je l'aimais. Vous ne pouviez pas vous imaginer sans lui, en tout cas. Non. C'est ça que j'entends. Non. Et je commence aujourd'hui à pouvoir me dire que je peux exister par moi-même. Ouais. Je commence seulement. Ouais. Et peut-être que ça va être le début du chemin pour vous. Oui, je pense. Oui, bien sûr. C'est pour ça quand vous parlez être seul, ça j'entends bien, mais rester quand même accompagné un petit peu sur le chemin. Un psy, ça peut être une canne sur laquelle on s'appuie quand le chemin est un peu escarpé. Voilà. Mais c'est vous qui marchez, hein. Oui. C'est pas le psy qui marche. Non. Ouais. Je vais vous dire, je vois un psychiatre de temps en temps, qui d'ailleurs quelquefois parle à la radio chez vous, mais ça je le savais pas. Oui. Et je vois une psychothérapeute à qui je dis, mais elle me dit, mais vous savez, c'est 1 heure d'autre chose, vous pouvez vous confier. C'est juste. Je pense pas avoir des problèmes majeurs. Mais c'est pas une histoire de problème majeur, c'est simple. Non, je comprends bien, mais c'est parfois pas ce sujet-là de voir un ou une psychothérapeute. C'est quand on traverse un moment de vie difficile
où j'allais dire, on a la vue ou les sens un peu brouillés parce que très en souffrance. Et c'est déposer sa souffrance pour trouver un peu de légèreté, un peu de ressources. C'est reprendre vie, vous aussi. Vous êtes blessé, vous avez reçu un choc énorme. C'est toute une vie de construction qui bascule. Donc, il va vous falloir trouver de nouveaux repères. Tiens, je pense du coup, il y a un autre bouquin et un auteur que j'adore, c'est Frédéric Worms, le philosophe, qui a écrit Revivre. Revivre. Alors c'est 150 ou 200 pages merveilleuses sur le fait de qu'est-ce que c'est que revivre après un choc. Qu'est-ce que veut dire ce mot? Et c'est un très magnifique livre. C'est quasi de la poésie plus que de la philosophie. Et vous, c'est ça. Il s'agit de revivre. Oui, mais c'est ça sur quoi je travaille bien énormément. Bien sûr. Des livres qui concernent le sujet. Ouais. Si je vous disais que j'en ai plusieurs. Oui. C'est des bons compagnons souvent, ça nous aide à comprendre. Et puis je veux vraiment, essayer de m'en sortir et de ne pas faire ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire d'enquiquiner le monde autour de moi. Et c'est ça aussi. Et c'est aussi à ça que sert d'aller voir quelqu'un pour. On peut faire le disque rayé avec son psy quand on est malheureux et ça fait du bien aussi. Ouais. Mais bon. Ouais. Bon, maintenant, c'est trop tard pour reconstruire une vie. Mais elle n'est pas détruite. Vous me parlez reconstruire comme si toute la vie, vous avez vos enfants, vos petits-enfants, il y a plein de choses à vous, mais c'est ça que vous allez apprendre. Et je comprends votre mot après 47 ans, toute une vie depuis l'âge de 17 ans avec le même homme, mais la vie n'est pas détruite, elle n'est pas à reconstruire, tout ce que vous avez vécu a bien existé et reste bien là. C'est vrai. Vrai. On n'a pas déconstruit. Souvent on dit mais je vais refaire ma vie. On refait pas une vie. La vie elle continue. C'est un grand fleuve. Oui, la vie continue. Mais quelque part je me disais lui, il vit à deux, il a une compagne. Il est peut-être probablement très très coupable quelque part, mais ça c'est pas mon problème. Et moi je me dis il y a des jours où j'aimerais aussi pouvoir aller au cinéma avec quelqu'un avec qui je partage. Oui. Bien sûr. Bon, voilà, c'est pas vital, mais. Bon courage à vous, Béatrice. Je vous remercie beaucoup. Il faudra un peu de temps pour vous. Oui. Mais redonnez-moi le nom du livre. Oui, c'est Revivre. Revivre. Je le mettrai sur la page Facebook de Livre Antenne et c'est Frédéric Worms, le philosophe. Ça, je le lirai. C'est un magnifique livre et un magnifique auteur. Ouais. Je vais le relire. Je vous remercie mille fois. Au revoir. Merci. Au revoir, Béatrice. Au revoir. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Oh oui, excusez, je suis un petit peu ému. Oui. Je vous remercie déjà en tout cas d'avoir sélectionné mon appel. Et permettez-moi, bien qu'on a le droit tout le mois de janvier, de vous présenter aussi mes meilleurs vœux. C'est très gentil. Et remercier Corentin et Quentin qui sont purement merveilleux. Oui, je confirme. Voilà. Je confirme. Oui, je vous crois sur parole. Alors, faut excuser un petit peu mon émoi. Ouais. Certainement dû on va dire au mal-être. Et je ne sais pas trop comment commencer. Alors, Corentin me dit que vous êtes en couple, c'est ça, depuis 3 ans et demi. Oui. Mais suite à un divorce, c'est ça ? C'est ça. Pour résumer la situation, j'ai été marié 19 ans, j'ai eu 2 formidables enfants, j'ai mené une vie qui n'était pas très honnête. Je l'assume, tant pis. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a forcément fait avancer et pour lequel j'ai divorcé, avec qui j'ai été... Alors c'est malheureux d'employer ce mot-là, on va dire honnête, parce que c'est quelqu'un à qui je tiens énormément. Oui, pourquoi vous dites que vous avez vécu une vie pas très honnête, si je peux me permettre ? Qu'est-ce qui n'était pas honnête ? Donc vous êtes marié 19 ans, 2 enfants et... Oui, disons que j'ai pas été le plus... Fidèle. Plus fidèle des hommes. D'accord. Et j'ai une femme une ex-femme qui a été certainement infidèle aussi et qui a des torts. Mais bon, on n'est pas là pour répartir les torts. Voilà, c'est un couple qui n'allait pas et le divorce a été que la meilleure solution de tout ça, je pense. Et donc j'ai rencontré quelqu'un, on va dire par le plus grand des hasards,
qui m'a décidé à avancer dans mon divorce, forcément. Quelqu'un à qui je tiens certainement plus qu'à ma vie. Ouais. Donc je me suis lancé. Nous avons avancé, on va dire. Et donc on a vécu des choses merveilleuses. Alors certainement comme le début de toute relation. Et là, à 3 ans et demi, j'ai l'impression d'arriver à, je sais pas comment vous dire ça, à un essoufflement, à pas avoir les mêmes attentes. Vous arrivez à un tournant, ouais. Ouais, j'arrive là. J'ai entendu tout à l'heure un de vos auditeurs qui se plaignait du manque de tendresse de sa compagne. Oui, Laurent. Et j'ai exactement ce même ressenti, c'est-à-dire que sous des apparences d'ours, je vous rassure, je suis pas non plus voilà. Je suis quelqu'un qui. Vous êtes un gros tendre. Oui. Oui, un gros tendre, mais j'aime pas le montrer parce que c'est. Enfin, c'est pas que je considère ça comme une faiblesse, c'est que j'ai toujours peur qu'on en abuse. Donc je préfère prendre du recul par rapport à ça. Mais je suis quelqu'un, oui, qui, comme tout à chacun, a besoin de tendresse, d'affection, de gestes tendres. Et j'arrive, si vous voulez, à une étape où, ça colle pas. Je sais pas comment vous dire ça. Ouais. J'ai l'impression de. En tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui colle pas, qui va plus. Oui, puis après c'est des sempiternelles prises de tête. Alors même quand j'ai essayé d'en parler. Plus ou moins calmement, voilà, lui dire écoute, j'existe, je suis là, je suis un homme, on vit ensemble, oui, j'ai besoin de certaines choses, comme toi tu as besoin de certaines choses, et le but du jeu, c'est pas de s'enguirlander, le but du jeu, quand on a un ressenti, je pense que dans un couple, on peut tout se dire. C'est surtout que ce serait bien que que chacun puisse, ce que je disais d'ailleurs la même chose à Laurent tout à l'heure, que chacun puisse parler de ses besoins à l'autre. C'est-à-dire que vous puissiez lui dire de quoi vous avez besoin, mais que de l'entendre elle aussi sur de quoi elle a besoin. Est-ce que c'est ça le sujet de vos discussions? Parce que sinon on se dispute sur qui descend la poubelle, qui a fait les courses, sur plein de bêtises, hein. Mais on est bien d'accord, mais ce qui est malheureux, c'est qu'à chaque fois qu'on entame un dialogue, j'ai l'impression d'un effet de... Alors, je vais parler avec mes mots à moi. Oui. J'ai pas un grand niveau d'instruction, mais j'ai une sensation, si vous voulez, de spirale. Oui. D'être aspiré, d'être comme aspiré dans quelque chose, Oui, et on commence à parler un peu plus même un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'on va parler d'un petit détail. Oui. Et de là arrivent des tas de choses qui n'ont rien à voir. Ça s'enchaîne. Voilà, et après arrivent des prises de tête, quoi. Et honnêtement, je suis complètement perdu. Oui, je comprends. Parce que c'est certainement la femme qui aura le plus bouleversé ma vie. D'accord. Alors, Fabrice, souvent quand c'est comme ça, hein, mais c'est très bien, vous décrivez exactement ce que c'est que une crise dans un couple ou des conflits, c'est souvent exactement ça, hein, l'effet boule de neige, et puis ça démarre, on sait même plus où ça va parce que ça rebondit dans tous les sens, ça roule dans tous les sens. Stop. Vous n'attrapez pas tout ce qui est dit parce que sinon c'est du tac au tac et c'est l'escalade. C'est stop. Et vous la regardez, vous lui dites de quoi tu as besoin et que je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce que tu vis? C'est-à-dire qu'elle puisse vous dire qu'est-ce qui est en train de se passer pour elle. Alors, je sais pas, elle peut vous dire je suis pas contente parce que alors ça risque d'être des tu un peu dans le reproche. Et essayer de comprendre qu'est-ce que cachent les reproches. C'est-à-dire que, ok, peut-être elle vous fait des reproches, mais elle vous reproche des choses pour ne pas arriver à dire ce qui serait important pour elle. Oui, comme si vous essayiez de décoder, comme une traduction simultanée. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de reproches qu'elle vous fait qui sont, j'allais dire, parce que c'est souvent un peu toujours les mêmes, les reproches qu'on se fait dans un couple quand ça commence à aller mal. Est-ce que vous avez 2-3 reproches comme ça qui vous viennent? Des reproches qui me viennent? Ouais, qu'elle vous fait? Ouais, des choses bénin. Par exemple, on va avoir je vais vous dire une bêtise. Oui, mais c'est toujours bénin. C'est n'importe quoi. Une pièce plastique à recoller sur un appareil. Ouais.
Et c'est vrai, je l'ai pas fait. J'en ai honte, hein, d'ailleurs. Et je plaide coupable, votre honneur. Mais voilà. Et quand je commence à lui parler, et quand je vais commencer à lui dire, mais tu sais que je suis là, j'existe. Il dit, ouais, moi aussi, j'aimerais que tu existes. J'ai ça, j'ai ça qui est pas fait. Que je te demande ça. Ok. Alors que le propos est pas là. Oui. Alors, il est super votre exemple. Ouais. Et allez-y. Et de là, étant donné qu'on est, alors je vais utiliser des mots corrects, 2 têtes de cochon et 2 forts caractères. Ouais. Non mais c'est vrai, et je pense qu'on est très dur très dur et très tendre les deux. Oui, d'accord. Le problème c'est que et on est fiers. Ah, ça c'est pas aidant, hein. Vraiment. Hein. Je comprends, mais c'est pas aidant. Alors, ouais. Dites-moi. Voilà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le dis sans honte à l'antenne, c'est certainement la femme que j'aime et que j'aimerais le plus dans ma vie. Bon, alors raison de plus pour pas lâcher l'affaire. Je ne peux pas vivre dans l'ombre de quelqu'un. Je suis un homme qui a besoin de tendresse, qui a besoin de gentillesse, qui a besoin d'attention. Moi, j'irai jusqu'en enfer pour elle, et je lui ai déjà dit droit dans les yeux. Je veux dire, je peux pas dire plus. Non, c'est pas dire. Mais là, en fait, c'est plein de mots ce que vous dites. Et quand vous me parlez, et votre exemple est très bien de la petite pièce en plastique qui est pas réparée, c'est que plus que des mots, elle a besoin d'actes. Votre compagne ou votre épouse. C'est-à-dire que ce dont elle a besoin, c'est que vous fassiez des choses qui soient en accord avec toutes ces paroles que vous dites. C'est-à-dire, vous dites, je ferai n'importe quoi pour toi, je serai là pour toi, tu comptes, tu es la chose la plus importante dans ma vie. Et qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire ? Si je suis la chose la plus importante dans ta vie, écoute un peu, moi, ce dont j'ai besoin. C'est qu'est-ce que tu fais, toi, pour me faire du bien. Alors vous, du coup, vous dites, oui, mais moi aussi, j'ai besoin qu'on soit gentil avec moi. Moi aussi, j'ai des besoins. Alors, et elle, qu'est-ce qu'elle fait pour moi ? Mais je vous parle pas de compter les points parce que c'est pas en miroir ce qu'on fait. Hein, on est bien d'accord. Ok, super. Donc, ça veut dire que là, la fameuse petite pièce en plastique a finalement beaucoup plus d'importance que vous ne le croyez, parce que pour elle, ça signifie que vous tenez compte de son besoin, de son confort. Ça vous paraît anecdotique, mais elle a le sentiment que vous faites quelque chose qu'elle ne sait pas faire, et en faisant ça, vous l'aidez. Alors ça peut être ça, ça peut être autre chose, mais voilà une femme qui gère sûrement un quotidien, des enfants, j'en sais rien, et dont l'homme, oui, c'est ça. Oui. Elle a des enfants qui sont maintenant adultes. D'accord. Dont une dernière que j'ai connue mineure, avec qui on n'a pas forcément eu toujours des bons rapports, mais avec laquelle à l'heure d'aujourd'hui les rapports sont sains, à laquelle on a mis le pied à l'étrier. Donc sa mère et moi, je veux dire, et c'est sans reproche aucun. Ouais. Et je suis fier qu'elle soit devenue ce qu'elle est devenue. Mais je pense que tout ce que j'ai au fond de moi, si vous voulez, c'est... je suis pas non plus là pour jouer les misérables. J'ai eu 46 ans de vie très, on va dire, très dure. Où j'ai passé ma vie à prendre des coups. Je parle pas de physique, hein. Je parle de coups moraux. Je pense que j'ai accumulé toutes ces choses, si vous voulez. Et là, je touche tellement au bonheur que j'en suis horriblement maladroit, je pense. Oui, mais ça c'est, j'allais dire c'est vrai, mais c'est pas parce que vous touchez au bonheur que vous en devenez maladroit, c'est que ça devient tellement précieux pour vous, ce bonheur-là. Oui, vous voyez, la maladresse que vous avez, c'est que ça vous est essentiel, et de peur de le perdre, vous risquez de vous centrer trop sur votre besoin, c'est-à-dire votre peur de le perdre. Et en faisant ça, ça n'est pas très aidant. Parce que si on regarde comment ça marche un conflit dans un couple, c'est toujours les mêmes ingrédients. C'est quoi les ingrédients ? C'est des besoins, des attentes différentes. Elle a des besoins, vous avez des besoins, c'est pas les mêmes. Elle attend certaines choses de vous, vous attendez certaines choses d'elle, et c'est pas la même chose. D'accord ? Sauf que juste derrière, dans ce conflit, arrive quoi ? Les peurs.
Vous avez peur, peur qu'elle vous comprenne pas, qu'elle vous écoute pas, qu'elle s'en aille, qu'elle se lasse de vous. Elle peur que vous fassiez pas les choses, peur d'être incomprise, etc. Du coup, vous déclenchez quoi? Des comportements sur la défensive, et c'est là où ça fuse, où vous vous dites mais si, tu comptes pour moi, t'es tellement importante, et elle va vous dire bah non, ça c'est que des mots, tu m'as pas réparé la pièce en plastique, etc. Exactement. Et puis on arrive au 4e stade où on touche une blessure un peu fondamentale. Alors, dans votre cas, on n'est pas allé assez loin, mais ça peut être, par exemple, la peur du rejet, qu'un rejet se répète, alors on fuit. Ça peut être la peur d'être abandonné, de se sentir abandonné. C'est mon cas. Bon, alors... J'ai été abandonné à la naissance par mon géniteur, parce que je ne peux pas l'appeler autrement. Ouais. J'ai eu une mère qui n'a pas été d'une grande... on va dire d'une grande douceur maternelle. Oui. Mais c'est des souvenirs que... Mais j'ai pas de détails si vous voulez, mais c'est des souvenirs que j'ai au fond de moi. Et je sais qu'il y a eu quelque chose. Ouais. Alors, paix à son âme, elle a fermé les yeux, mais je sais qu'au fond de moi, j'ai ça. Oui, alors ça veut dire pour vous, oui, vous avez ça, et en vous connaissant, vous savez que cette peur d'être abandonné fait que dès que vous sentez une menace, vous vous accrochez. Donc effectivement, je comprends toutes vos paroles, à quel point elles comptent, etc. Mais il se trouve qu'en face de vous, peut-être que vous avez sans doute une femme qui, elle a peur d'être rejetée, et du coup, elle fuit. Donc vous vous retrouvez chacun avec vos problématiques. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans les couples. Et si c'est si fort entre vous, vous vous êtes trouvés pour comprendre ça. Donc, comme vous êtes, vous avez tous les deux peur. La très bonne nouvelle qui vous arrive, c'est que vous allez être obligé de changer, de vous transformer pour dépasser la crise dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je dirais qu'on est deux animaux blessés par des passés qu'on a au fond de nous. Alors, je sais pas si je suis clair quand je dis ça. Super, oui. Oui, merci de votre gentillesse. Non, vraiment. Oui, bien sûr, animaux blessés, oui, bien sûr. Je pense qu'on est deux animaux blessés de vie antérieure. Oui. Je pense qu'on n'a pas fait le deuil de ces douleurs. Oui, mais vous êtes là ensemble pour le faire. Oui, mais c'est ça que je voudrais vous faire entrevoir, Fabrice. C'est que, oui, bien sûr qu'elles sont en vous, mais pourquoi vous vous êtes rencontrés? Vous vous êtes rencontrés pour les réparer. Parce que, comme par hasard, chacun peut réparer l'autre, mais à une condition. Et la condition, c'est de s'y ouvrir. C'est que chacun puisse s'ouvrir à sa blessure, puisse la reconnaître, pour pouvoir chacun écouter l'un et l'autre, les besoins et les fameuses attentes. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'essaye de passer pour quelqu'un de... Enfin, j'essaye. J'ai l'apparence de quelqu'un de dur, parce que je suis grand, j'ai un certain gabarit et tout. Mais en fin de compte, je suis beaucoup trop tendre. Ce soir, j'ai commencé mon activité à 22h. Ouais. Je suis parti, même pas un au revoir, même pas un baiser, rien. Et mais là, parce que vous êtes en conflit. Oui, mais stop, je vous arrête, Fabrice. Vous n'avez pas de problème dans votre couple parce que vous êtes trop tendre, ça n'existe pas. On n'a pas des problèmes dans un couple. Mais non. Je vous dis, mais non. Parce que je vais... Non. J'essaie de vous donner mon ressenti. Oui, bien sûr. Parce que j'ai besoin de temps en temps un petit peu d'affection. J'aimerais que de temps en temps, quand elle passe à côté de moi, un petit sourire, un petit baiser. Mais non, c'est quelqu'un qui est... Alors elle me dit, oui, je suis comme ça. Mais je dis, au début que je t'ai connu, tu n'étais pas comme ça. Elle me dit, oui, mais c'était pas moi au début. Mais je dis, oui, mais moi, c'est comme ça que je t'ai connu, que je t'ai aimé. Alors oui, je t'aime toujours, bien sûr. Et je le dis sans honte devant tous vos auditeurs. C'est la femme la plus... Ça me fait bizarre d'en parler, mais c'est la femme la plus merveilleuse, enfin à mes yeux forcément. Voilà, c'est la femme avec qui je veux finir ma vie. Mais comme je lui ai dit, je veux pas souffrir pour que toi tu sois heureuse. Le but du jeu, pour finir notre vie ensemble, c'est bien d'être complètement heureux les deux. Oui, alors c'est des moments, le bonheur. Le bonheur, ce sont des moments de vie. On n'est pas, c'est pas un état d'être. Alors, en revanche, quand vous dites sur la tendresse, vous dites elle l'a été, elle joue la fière quand elle dit mais non, tu me connais pas, je suis pas comme ça. Simplement, elle n'est pas en état d'être tendre avec vous parce qu'elle est en colère.
Donc quand on est en colère, on n'a pas envie de se faire des bisous. Donc quand vous dites mais mon problème c'est que je suis trop tendre, non, votre problème c'est que vous l'écoutez pas. Vous cherchez pas à comprendre vraiment qu'est-ce qu'elle a à vous dire, quel est son besoin, parce que vous êtes centré sur le vôtre, qui est votre besoin d'avoir de la tendresse, d'être aimé. Et tant qu'on est complètement centré sur son besoin, on peut pas entendre le besoin de l'autre. Pour arriver à entendre, oui. Pardon. Mon besoin, c'est de sentir dans ses yeux qu'elle soit heureuse. Et ben alors pour ça, écoutez-la. Essayez de comprendre de quoi elle a besoin. Posez lui-même la question. Et si j'avais un manuel pour expliquer les femmes, je l'achète tout de suite si vous avez ça en stock. Mais c'est pas un manuel. La réponse, elle est en vous, Fabrice, et chacun a la sienne. Mais ce soir, demain, alors vous vous retrouvez. Vous allez la voir, la rencontrer, dire voilà. Moi, j'ai bien réfléchi, là. Je sais pas, vous êtes au boulot, là, manifestement. Je suis sur la route. Là, je pars, travailler. Je suis toujours en déplacement, je pars à la semaine. Ah, toute la semaine. Alors, vous allez lui envoyer un petit message, en lui disant, je crois que ça y est, j'ai réfléchi à quelque chose, j'ai compris, j'arrive pas à bien comprendre de quoi tu as besoin, comment je pourrais te rendre heureuse, te faire plaisir. C'est toi qui dois me guider. C'est toi qui dois me guider. C'est toi qui dois me dire. Ah oui? Comment? J'ai essayé tout ça. Ah oui? Même en lui disant, si tu as quelque chose à me dire ou à me reprocher. Non, c'est pas quelque chose à vous dire, ni à vous reprocher. Je vous parle d'un mot magique, c'est de quoi elle a besoin de votre part. C'est pas quelque chose qu'elle a à vous reprocher ou quelque chose qu'elle a à vous dire. Elle a rien à vous dire et rien à vous reprocher. Vous m'avez dit, elle est fière, elle est dure, c'est une femme qui trace sa route. D'accord. Mais elle a un homme dans sa vie, voilà. Mais elle a un homme dans sa vie et c'est vous. Et vous vous aimez. Donc, à quel endroit elle vous attend sur la route? Elle est où, cette femme? Elle a besoin de quoi? Il ressemble à quoi l'homme dont elle a besoin dans sa vie pour aller bien? Et pareil dans l'autre sens, Ça marche dans les deux sens. C'est là que la recette magique, elle est absolument là. Vous savez ce que disait Coluche, Fabrice, qu'être en couple, c'est avoir des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Ah, ça, oui, mon ami Coluche. Voilà. Mais et des problèmes, effectivement, que vous n'auriez pas eu tout seul, mais que vous ne saviez pas que vous aviez. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que et c'est la magie du couple, c'est que chacun appuie sur les boutons qui font mal chez l'autre. Donc elle appuie partout où ça fait mal chez vous, et vous appuyez partout où ça fait mal chez elle. C'est exactement ce qui se passe à chaque jour, à chaque période de conflit. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est là où vous avez toute la marge de manœuvre pour construire un couple solide et qui tienne la route. Parce que vous me dites qu'il y a de l'amour. Donc vous arrêtez pas là, essayez de poser un peu et de vous écouter. Au besoin, allez voir quelqu'un. J'ai au fond de moi presque alors c'est maladroit encore une fois de plus ce que je vais vous dire. Non, c'est pas maladroit. J'ai l'impression d'avoir alors je sais pas si on peut parler comme ça, mais vous savez d'un excès d'amour. Oui. C'est-à-dire que on me reproche ça va avec votre personnalité et le fait que vous y été abandonné. Vous en avez besoin beaucoup. Mais c'est pas... Je pense qu'on est deux excessifs et c'est dur à vivre. Oui, mais tout ça... Quand vous me parlez, par exemple, dire mon problème c'est que je suis trop tendre, c'est qu'on est trop excessif, c'est qu'on est trop fier. C'est la surface des choses. Ça, c'est la forme que ça prend. Vous me parlez de la forme. J'essaye de vous parler du fond. Oui, ça a toutes ces formes-là. Et vous avez bien raison. Et que c'est bien ces formes qui posent problème. Mais pourquoi les formes sont là? Elles sont là parce qu'elles cachent un fond. Et essayez de regarder qu'est-ce qu'il y a au fond. Et le fond, c'est... peut-être même vous, demandez-vous, voilà, moi, de quoi j'aurais besoin? Alors, vous me l'avez dit d'ailleurs, j'ai besoin qu'elle soit douce, qu'elle soit tendre, qu'elle s'intéresse à moi. D'accord, pour obtenir que ce besoin-là chez vous soit comblé. Et parce que justement, c'est vous qui faites la démarche en m'appelant ce soir, c'est bien que vous avez compris un truc. Que je suis au bout surtout. Pardon? Je suis au bout. Super. Et c'est le bon moment. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez vous dire, pour que mon besoin puisse être nourri, puisse être satisfait, alors je vais aller regarder quel est le sien. Parce que quand vous allez écouter le sien, vous allez voir, ça va être magique. Elle va pouvoir écouter le vôtre. Elle va dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé à mon homme là? Ah, Dieu vous entende.
de vous entendre. Non, mais c'est moi. Je voudrais que vous m'entendiez. C'est pas Dieu qui doit m'entendre. C'est vous qui devez m'entendre, Fabrice. Ah ben, pour moi, ouais, mais je vous avoue, je suis... Ouais, là, j'ai l'impression vraiment d'être dans une autre dimension. C'est-à-dire que j'en suis à un stade où je comprends. Je suis perdu. Oui, mais Fabrice, j'essaie ou vous réécouterez peut-être en podcast pour prendre les éléments. L'impasse dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça fait partie du processus de transformation. L'impasse, elle n'est pas là pour rien. Elle est là juste à un moment donné où le couple doit passer un stade, passer une étape. Et alors, si vous attendez de l'autre, si vous attendez qu'elle bouge, et si elle donne pas, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous retrouvez face à vous. Et c'est pour ça que vous êtes perdu aujourd'hui. Vous êtes face à vous-même, là, dans votre voiture, sur la route. Vous êtes face à vous-même parce qu'elle ne vous donne plus ce qui vous permettait de vous soutenir. D'accord. Maintenant que vous êtes face à vous, allez chercher en vous de dire, ok, je comprends maintenant que c'est moi qui suis avec moi-même, je ne vais pas tout attendre d'elle, je vais aller vers elle, je vais lui tendre la main, je vais essayer de comprendre de quoi elle a besoin. Et en faisant ça, vous allez sortir de vous. Et c'est là où ça va être salvateur, c'est là où vous allez trouver de la ressource. Mais j'ai eu vous avez le sentiment de le faire. Oui, en lui disant, parle-moi. Oui, mais parle-moi, c'est une injonction. Si vous dites parle-moi, qu'est-ce que tu as à me dire ? Les reproches, vas-y, tu peux tout me dire. Ça veut dire que vous lui demandez c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire de lui poser une question, c'est de quoi as-tu besoin ? Oui. Pour aller bien, pour être heureux. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que ça, elle le sait. Elle va vous dire, je plaisante à moitié de réparer la pièce en plastique que ça fait 6 mois que tu dois réparer. Et ça me ferait vraiment plaisir, ça. Oui. Oui. Oui, alors après je suis forcément d'une mauvaise foi terrible. Donc je vais lui... Non, on n'a pas envie, c'est pas une histoire de mauvaise foi. Vous dites je suis fière, ça m'agace de voir qu'effectivement la fameuse pièce en plastique, je l'ai pas recollée, ça me rasait quoi. Mais ça va lui faire tellement plaisir. Bah oui, ça me rasait quoi, un peu paresseux quoi, un peu ça me rase, j'ai autre chose à faire. Mais c'est tellement important. Par fierté, par fierté. Nous y voilà. Je pense que dans ma tête, voilà, je me dis stupide homme que je suis, certainement, hein, comme beaucoup, pardon messieurs, mais et voilà ce que je me dis. Je me dis, je sais pas, jeune fille, puisque tu veux pas faire d'efforts, je vais te prouver que j'en ferai pas non plus. Oui, alors ça, c'est l'escalade. Ouais, mais c'est l'escalade. Et c'est pas de bisous en partant ce soir. Vous comprenez pourquoi vous l'avez pas eu, votre bisou ? C'est l'escalade, là. Lâchez ça. Ça sert à rien. Vous allez tous les deux vous faire trop mal et vous rendre malheureux. Ça se trouve, elle est toute triste ce soir. D'accord. Si elle m'entend, qu'elle sache que je l'aime. D'accord. Voilà. Je sais pas. Merci pour cette déclaration d'amour. Bonne route à vous, Fabrice. Soyez prudent. Et merci de nous avoir rappelés. Et pensez à tout ce qu'on s'est dit. Diligence. Merci. Oh, ça sera fait, rassurez-vous. Allez, prenez soin. merci, je vous embrasse. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une belle semaine. Vous retrouvez Caroline Dublanche demain à 23h et je vous laisse en compagnie. 22h30, pardon, demain soir, Caroline. Et tout de suite, Europe 1, Musique Club, Jean-Philippe Ballas, Émilie Mazoyer pour finir la nuit en musique.